Nous allons parler ce soir du Mali où le président Ibeka a appelé ses compatriotes à ne pas être ingrats envers la France. On évoquera également le Gabon dans la lutte contre la corruption. Ali Bongo qui poursuit son ménage. Et puis nous parlerons aussi du FMI, les pays africains interpellés sur la gestion de leur endettement. C'est avec Maître Eric Emmanuel Sosa. Bonsoir Maître Sosa. Bonsoir Samuel Nioui. Le président malien, nous commençons avec le Mali. Ibeka a appelé ses compatriotes à ne pas mordre la main de ceux qui leur viennent en aide, dont la France, face aux expressions d'hostilité à la présence de forces étrangères dans le pays en guerre. 13 soldats français ont trouvé la mort lundi dans la collision de leurs 2 hélicoptères lors d'une opération de combat de nuit contre des djihadistes dans la même région frontalière. Nous n'avons aucune raison de nous glorifier d'avoir tendu la main à ceux qui en avaient besoin hier, a assuré le président Ibeka en référence à l'engagement des soldats maliens pendant les 2 guerres mondiales ou dans les missions de paix. Mais nous n'avons pas non plus de raison de mordre la main de ceux qui nous tendent les leurs aujourd'hui. Maître Sosa, d'abord, est-ce que vous comprenez le sentiment, disons-le clairement, anti-français qui naît au niveau du Mali aujourd'hui? Non, nuançons un tout petit peu. Je peux le comprendre parce que il y a des éléments de langage de part et d'autre qui permettent de justifier l'attitude d'une certaine classe politique qui trouve écho auprès d'une frange de la population malienne et africaine en général. Mais si vous voulez, dans cette affaire, je trouve que la France a bon dos. Parce que, c'est vrai, on est dans une situation absolument dramatique où on est obligé de sous-traiter finalement sa souveraineté à des forces militaires étrangères. Et c'est une situation, à mon avis, très compliquée parce que ça n'a jamais réussi nulle part. Regardez l'Afghanistan. Les Américains sont en Afghanistan depuis plus de 30 ans et ils n'ont jamais réussi à vaincre les forces intérieures en Afghanistan qui combattent le régime afghan. Et je ne voudrais pas que le Mali ou les pays africains confrontés au problème du terrorisme moderne soient frappés de la même manière. Vous voyez, en Afghanistan, il y avait les Russes d'abord. Ils ont fini par capituler. Et maintenant, les Américains ont relayé et ils ne sont pas arrivés à bout. La France fait à peu près la même expérience. Elle est douloureuse. Elle est douloureuse pour la France. Elle est doublement plus douloureuse pour le Mali. Parce que ça veut dire qu'on a une armée qui n'est pas capable d'assurer sa mission principale. Bon. C'est dû à quoi? Un sous-équipement, à une incompétence, disons-le comme ça, à une incompétence de ses cadres et à une insuffisance technique de ses troupes. Alors comment aujourd'hui concilier l'urgence du moment avec l'état qui accable le système de défense d'un pays? On est obligé de faire appel à des forces d'appoint, mais qui deviennent en fin de compte les forces principales de défense. Et c'est là où c'est dangereux parce que vous finissez par dépendre littéralement de ceux-là parce que c'est à eux que vous devez la paix et la sécurité de votre pays. Et ça, c'est une situation absolument tragique. Et il ne faut la souhaiter à personne. Mais maintenant, le fait est là. Le Mali se trouve dans cette situation où il faut du temps. Il faut plus d'une dizaine d'années pour former un bon militaire. Il ne s'agit pas d'aller chercher de la chair à canon et des fantassins pour aller se faire broyer. On n'est même pas dans le cadre d'une guerre qui permettrait simplement d'envoyer du nombre et c'est fini. Les renforts, on les a. Et pourtant, on a du mal. On a du mal à éradiquer l'hydre qui, à chaque fois, pousse ailleurs, frappe là où on ne l'attend pas, etc. On a la même chose qui métastase un peu au Burkina Faso. Et c'est très inquiétant. Et je pense que nous devons tous réfléchir désormais
à une redéfinition de la mission de nos forces armées. C'est vrai qu'on a la même chose au Burkina et là-bas également le sentiment anti-français il est quelque peu présent. Oui. Mais le problème, par exemple, dans le cas malien, c'est qu'on a une opération Barkhane qui est là avec des forces françaises. Et les djihadistes ont une telle facilité à frapper, c'est-à-dire ils empruntent un chemin, ils viennent et aucun drone, aucun des hélicoptères qui survolent ces parties-là, Ménaka par exemple et tout, n'arrive à alerter au moins les troupes maliennes au sol. Alors attendez, s'en prendre à la France et casser le thermomètre pour faire tomber la fièvre. Non, ça ne va pas résoudre le problème. Ils ont au moins la volonté politique d'être là et de défendre un principe. Bon, on leur prête beaucoup d'arrière-pensée. Bon, ça se discute. Mais il ne faut pas faire de l'agitation politique avec la vie des gens, parce que quand les djihadistes se sont emparés du Nord Mali, on a vu ce que ça a donné au niveau des populations. Il y a eu énormément de choses atroces qui se sont passées et je ne pense pas qu'il y a un seul Malien qui aimerait revivre cela. Bon, maintenant, que ce soit des forces françaises, russes, éthiopiennes, gabonaises, qui viennent servir de force d'appoint aux forces armées maliennes pour combattre ce phénomène, je ne pense pas qu'il y ait de raison de discuter là-dessus. Non, on en veut à la France de quoi ? Oui, aujourd'hui, c'est vrai, c'est le prix du sang. Hein, c'est la facture de l'histoire. Les tirailleurs sénégalais, c'est ça aussi. Le Mali a payé le prix du sang, la France paye le prix du sang en remboursement de ce qui s'est passé. C'est pas une question de comptabilité. La guerre, c'est mortel. Que des militaires aillent au front et qu'ils trouvent la mort, ça n'a rien d'extraordinaire. Bon, que dans une opération, il y ait une collusion qui soit fatale à 13 militaires, c'est malheureux, mais c'est un fait de guerre. C'est tout. Bon, maintenant, on dit qu'ils ont été frappés par un tir. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit un peu par forfanterie, pour se glorifier de. Mais bon, l'état-major français dément catégoriquement. On n'a pas de raison d'en douter. Enfin bon, et je dirais qu'on est dans une logique parallèle. Hein. Le I dira oui, c'est une victoire pour nous parce que c'est nous qui avons frappé. Bon. Pour l'instant, il n'y a pas d'expertise menée, il y a pas. Mais c'est pas le débat. C'est pas le débat. Il y a. En même temps, l'autre chose qui fait que les gens nourrissent d'abord ce sentiment anti-français, mais également vis-à-vis d'autres troupes étrangères qui sont là, c'est la facilité qu'ont ces terroristes, ces djihadistes, à trouver des armements, à trouver des munitions. On a comme l'impression qu'on ne fait rien pour, en tout cas, stopper ou barrer les couloirs d'armement, et qu'on se contente de distraire les gens sur le terrain dans des opérations qui, dit-on, visent à éradiquer ce phénomène. Bien, c'est vrai. Les critiques sont tout à fait justifiées. Parce que, c'est vrai, avec la sophistication des moyens de surveillance, on se demande comment il se fait que ces gens-là ont encore des facilités logistiques pour trouver des munitions et combattre. Et comment on fait pour ne pas déjà repérer les mouvements et les stopper opportunément. Bon, c'est des questions très compliquées. Je ne veux pas donner de leçons d'opérations militaires à des militaires qui ont énormément de mal. Je vous ai donné des cas. En Afghanistan, on a la force armée la plus puissante, les États-Unis. Ils n'y arrivent pas. Ce sont quelques pecnos barbus avec des armes tout à fait rudimentaires qui mettent à mal un système militaire très sophistiqué. Bon, ça se passe de la même façon au Mali aujourd'hui. C'est bien le cas de le dire. Il faut changer complètement le logiciel même de l'art de la guerre. Ouais. Parce que c'est plus la même guerre et probablement qu'elle n'arrivera plus comme ça. Donc il faut complètement revisiter les manuels et voir comment changer la façon de faire. Mais voyez,
samedi dernier, à Londres, le terrorisme a frappé. Ouais. Finalement, il a fallu éliminer physiquement, enfin neutraliser, c'est-à-dire éliminer physiquement l'agresseur. Mais on ne mettra pas un policier derrière chaque citoyen potentiellement animé par des velléités terroristes. Donc, c'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui est inquiétant à un niveau qu'on n'a jamais connu auparavant. Et quelqu'un qui est déterminé à mourir de toute façon, qu'est-ce qui va lui faire peur? Un gendarme, 1000, il n'en a rien à faire. Avec un camion, simplement un camion, pas d'armement. À Nice, le 14 juillet 2015, ou 2016, je ne sais plus. Au moins 80 morts. Bon, un camion. Vous voyez? Donc, ça peut arriver partout. Et ça peut arriver sous toutes les formes. Quel policier, quel système de surveillance et de renseignement va prédire l'aptitude de quelqu'un, simple chauffeur, à s'en prendre à une foule? Vous voyez, donc ça a changé complètement. Et le renseignement aussi a changé de nature. Vous pouvez mettre des surveillances sur tous les téléphones de tous les citoyens. Il y en aura un ou deux qui vont échapper à votre surveillance pendant 1 heure et c'est fini. Ils ont commis l'œuvre le plus macabre, enfin l'œuvre la plus macabre, pardon. Qui va traumatiser pendant longtemps des populations. Le 11 septembre est un exemple mémorable. Vous voyez, 2 avions, en l'espace d'1 heure, 3000 morts, en plein Manhattan. Et le même jour, le Pentagone a aussi connu un mouvement de destruction. Mais non, c'est vraiment, il ne faut pas s'en prendre à la France parce que c'est politiquement payant pour certains. J'aimerais bien les y voir. Je ne souhaite pas qu'eux, arrivés au pouvoir, la France lâche et que, bon, finalement, on retourne à la situation qu'il y avait avant Serval. Le second sujet que nous évoquons ce soir, c'est le Gabon, la lutte contre la corruption. La vaste opération anticorruption lancée récemment au Gabon contre son entourage a rattrapé l'ancien tout-puissant directeur du cabinet d'Ali Bongo Ondimba, le franco-gabonais Brice Lacruche Alianga, interpellé mardi, celui qui, il y a encore quelques semaines, avait considérablement irrité une bonne partie des caciques du pouvoir en menant, à l'absence de Ali Bongo convalescent après un AVC, une tonitruante tournée républicaine dans tout le pays avait été écartée de la présidence déjà début novembre, invisible depuis là, à la tête d'un ministère sans réel pouvoir et après qu'une bonne dizaine de personnalités proches de lui ont été arrêtées. Eh bien, c'est lui-même qui a été interpellé le matin à son domicile, de même que 2 ministres considérés comme des proches. C'est vrai qu'on a évoqué le sujet du Gabon ici mardi, mais apparemment Ali Bongo, il est déterminé et l'heure de la récréation dans son entourage a sonné. Enfin, la fin de la récréation, j'allais dire. Il est temps. Bon, écoutez, si il s'agit de hauts fonctionnaires et de membres du gouvernement convaincus de prévarication, d'incurie, de détournement de deniers publics, qui sont arrêtés, bravo. Parce que, en fait, la bonne gouvernance, c'est cela aussi. Je dirais même, c'est principalement cela, c'est-à-dire la redevabilité. Donc, si on vous confie des deniers publics et que vous en faites un usage détourné à des fins personnelles, vous êtes totalement criminel. Parce que, vous savez, je me souviens d'un exemple en justice. Aux États-Unis, un cas où une personne était poursuivie pour évasion fiscale. Et en fait, le juge lui disait tout ce que l'argent qu'il n'a pas payé aurait permis de financer. Et en fait, ce justiciable trouvé coupable était totalement effondré par le nombre absolument impressionnant de choses qu'on aurait pu faire avec l'argent qu'il a refusé de donner à l'État. Et donc, en fait, il ne pleurait pas pour la peine qui lui est infligée.
mais il pleurait pour tout le mal qu'il a pu faire en frustrant des populations démunies de l'apport que ces impôts auraient pu permettre d'avoir comme facilité. Et ça, c'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire que si c'est de l'argent public et qu'ils ont utilisé l'argent public à des fins personnelles, il n'y a aucune excuse. Vous voyez, le problème de ce genre de crime, c'est que la victime n'est pas visible immédiatement. On ne la voit pas, elle n'a pas de visage. Ouais. Mais la victime, c'est l'enfant qui est mort parce qu'il n'y a pas de couveuse à l'hôpital. C'est la maman qui meurt en couche parce que, pour faire la césarienne, on n'a pas trouvé... Voilà, on n'a pas le plateau technique, où il n'y a pas de médecin, parce qu'il n'y en a pas formé, capable d'assurer le service public. C'est, les enfants qui ne vont pas à l'école parce que les profs sont en grève, parce qu'ils réclament un paiement d'augmentation de salaire qui ne vient pas, ou de salaire carrément qui ne sont pas arrivés. Parce qu'on a connu ça aussi, des arriérés salaires dans nos pays. Oui. Voilà, c'est tout ça, là, ensemble. Et le mal que ça fait, le mal social que ça crée, ne peut pas être excusé parce que c'est le régime, parce que c'est la politique. Non, il faut aller d'une main qui ne tremble pas. Il faut frapper fort. C'est tout. Donc si Ali Bongo a trouvé cette lucidité aujourd'hui, bravo, on lui souhaite du courage. Pourvu qu'ils réussissent. Les brebis galeuses, il faut absolument les éliminer. En même temps, on peut se dire que c'est vrai que toutes les arrestations opérées sont dans l'entourage d'Ali Yanga. Il n'y a pas que pour lutter contre la corruption, des corrompus, il y en a énormément au Gabon. Il n'y a pas que dans un camp qu'on peut aller les chercher. Et ça frise plus le camp Ali Yanga, écoutez, oui, chasse aux sorcières, c'est toujours la même chose. Ali Yanga, à un moment donné, était le tout-puissant, il était l'incarnation même du régime, et c'est lui qui faisait la pluie et le beau temps. Donc, si c'est dans son entourage, c'est dans la proximité la plus... la plus serrée de Ali Bongo lui-même dans ce cas-là. Donc avant sa disgrâce, il n'y avait personne de plus proche collaborateur, de plus zélé que Ali Yanga. Donc aujourd'hui, si dans le camp Ali Yanga on trouve des brebis galeuses, ça veut dire que dans son cercle immédiat, dans son sérail même, il est en train de faire le ménage. Mais quand on y regarde de plus près, c'est vrai que les ennuis de Ali Yanga ont commencé après sa tournée à l'intérieur du Gabon quand Ali Bongo était convalescent. On a plus l'impression qu'il paye là peut-être une outrecuidance d'avoir un peu cherché à prendre la place du chef au moment où le chef était quelque peu affaibli. Bon, alors si ce n'est que ça, je dirais que c'est de la basse manœuvre politicienne. Mais apparemment, il y a des faits beaucoup plus sérieux et on ne va pas mettre toute une troupe comme ça de gens, de caciques de son propre régime en prison, simplement parce qu'ils ont supporté les manœuvres d'un homme politique qui part en campagne un peu trop tôt. Je ne sais pas. Non, je ne pense pas que ce soit pour ça. C'est qu'il y a des faits. En tout cas, on suppose qu'il y en a. Ouais. Et il faut espérer qu'il y en ait. Parce que s'il n'y en a pas, ce serait vraiment grave. Ce serait quelque chose de éminemment condamnable. Le dernier sujet, nous allons parler maintenant du Fonds monétaire international. La nouvelle chef du FMI, Kristalina Georgieva, a effectué lundi ses premiers pas en Afrique en louant le continent comme une terre d'investissement et en appelant ses dirigeants à une gestion raisonnable de la dette. Madame Georgieva, dont l'institution est traditionnellement un prêteur de premier plan en Afrique, a aussi appelé les pays riches à augmenter leur aide au développement du continent. Elle déclare, je la cite, « Nous n'avons pas su faire passer le message que l'Afrique était une terre d'investissement. Nous devons dissiper la perception de risques associés au continent en fournissant plus d'informations. » Beaucoup diront, Maître Sosa, que si l'Afrique se retrouve dans cette situation aujourd'hui, surendettement et tout, il y a eu les années 80 avec le programme d'ajustement structurel et c'était le FMI qui était à la manœuvre, qui a mis le continent dans cette situation. Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Écoutez, on se paye de mots. Le FMI va encore faire quoi à l'Afrique?
On connaît les effets de sa potion magique. Bon, si c'est pour... maintenant, on découvre que l'Afrique est une terre d'opportunités. Non, que Dieu nous préserve des analyses du FMI. Non, écoutez, les Africains seront vraiment indépendants le jour où ils s'affranchiront de toute cette tutelle. Des gens qui viennent leur dire, oui, vous faites bien, vous avez trop de dettes, etc. Non. Les pays d'Europe se sont développés après la guerre en s'endettant massivement. Ils ont toujours trouvé des moyens. On dit, les institutions de Bretton Woods, c'est après la guerre qu'elles ont été créées. Elles ont massivement investi dans les pays d'Europe qui étaient à l'époque nos puissances coloniales. Mais l'argent qui leur a plu dessus, ça a été pour reconstruire leur pays après-guerre. On n'en a pas pensé à mettre quelques miettes chez nous. Jamais. Nous, on n'en a reçu aucune retombée. Alors, maintenant qu'on découvre que nous existons, on vient nous dire, mais oui, mais non, vous voulez des trains, mais c'est trop luxueux pour vous, vous ne pouvez pas payer ça. Ce sont eux qui décident combien de fonctionnaires on doit avoir, alors qu'on a une demande massive dans nos populations de services publics de qualité, et ce sont eux qui décident combien on doit avoir de maîtres d'école et d'infirmiers. Et maintenant, ils nous disent, bon, il faut qu'on maîtrise la dette, mais comment voulez-vous qu'on fasse? Non, ce serait bien si les Africains pouvaient faire grève définitivement du FMI. Le Ghana l'a fait. Je ne suis pas sûr que, bon, ce soit forcément un remède porteur, mais ça permet d'avoir de l'imagination et de chercher d'autres remèdes que tout le temps d'aller voir ces gens qui sont des fonctionnaires qui jouent leur carrière. Ils se fichent littéralement de savoir comment vont les Africains. Sincèrement. Terre d'opportunité. Oui, si c'est pour permettre à vos entreprises de venir construire chez nous, là où ils ont plus de travail, de venir les créer chez nous, et l'argent qu'on nous donne retourne dans leur poche, ça oui. Non, il faut des entreprises africaines qui construisent en Afrique nos ponts, nos routes et nos hôtels. Voilà, là on dira oui, on a une croissance véritable et une politique de développement. Mais si c'est pour nous envoyer les mêmes pour venir piller et partir avec, merci le FMI, on n'en veut pas. En même temps, on peut faire peut-être on peut supposer que divorcer du FMI peut être une solution, mais vous savez, c'est une sorte de conglomérat qu'on a, et quand vous n'êtes pas bien avec l'un, mais vous ne trouvez pas prêteur ailleurs. Vous savez quoi? Nietzsche disait, il vaut mieux une fin horrible que l'horreur sans fin. Avec ces gens-là, c'est l'horreur sans fin. Il faut à un moment donné que l'Afrique, dans une veine prométhéenne, dise non à certaines choses. Et puis c'est tout. On ne mourra pas parce que le FMI ne sera plus là. On ne mourra pas parce que la Banque mondiale n'aura plus de représentants chez nous. On ne mourra pas. Mais il faut qu'on ait le courage de dire non de temps en temps à ces gens-là. Mais c'est douloureux en même temps. Ah mais c'est douloureux. Mais alors, pour nos dirigeants, voient peut-être des milliers de personnes dans la rue parce que vous avez divorcé de ces institutions et il n'y a plus de rentrée comme cela se devait. Ce temps-là n'est pas facile à vivre. Mais il faut s'y préparer. Et vous savez, on n'a rien sans rien. Et de temps en temps, il vaut mieux, quand vous avez une jambe qui vous empêche de marcher, accepter son amputation. Tout ça, merci d'être passé. On va marquer la pause et après, ces regards croisés.